Des archéologues ont découvert une immense cité antique cachée sous terre, ce qui pourrait permettre de mieux comprendre la civilisation maya. Sous les temples de Teal, des explorateurs pénétrèrent dans une chambre scellée, restée inviolée depuis plus de 1000 ans. Tikal était une cité raffinée et sophistiquée et demeurait une puissance majeure des Mioland, exerçant une grande fascination sur TJ. Le sol présentait de profondes fissures, comme si des personnes s'étaient déplacées ou avaient lutté dans la chambre longtemps après que le silence y ait régné. Incroyable, car il y a 13 niveaux qui descendent profondément dans le sol avec des puits de ventilation et 15 petits conduits qui acheminent l'air jusqu'aux niveaux les plus profonds. Et c'est alors qu'ils ont aperçu les premiers signes que ce n'était pas un tombeau. C'était une construction destinée à dissimuler ce que les Mayas ne voulaient plus jamais que le monde voie. Le théâtre, c'est ça. Il ne fait pas que renforcer le pouvoir, il est une composante essentielle du pouvoir lui-même. Le caveau qui n'aurait jamais dû être ouvert. L'équipe n'était pas venue à T en quête d'horreur. Leur objectif était simple et clair, cartographier d'anciens bâtiments dissimulés sous la jungle afin de mieux comprendre l'expansion de la ville au fil du temps. Ils s'attendaient à trouver des murs, des plateformes et peut-être de petites salles rituelles. Ce qu'ils découvrirent en revanche plongea le camp dans un silence de mort. Tout commença par des scans LAR. Cette technologie utilise des impulsions laser aériennes pour visualiser le sol sous l'épaisse canopée de la jungle. Dès l'apparition des premières images sur les écrans, une forme se détacha immédiatement, un espace vide au contour parfait enfoui profondément sous terre. Ni rugueux ni naturel, il était net précis et d'une grande netteté. Cela semblait planifié, cela semblait délibéré. Ce qui les a le plus choqués, c'était l'endroit. Le vide se situait directement sous les principales places cérémoniales de Teal. De ce fait, pendant des siècles, des foules s'étaient rassemblées au-dessus de cet espace lors de rituels, de célébrations et de sacrifices. On y dansait, on y priait, on y versait son sang sur des sols de pierre, sans savoir ce qui était scellé sous nos pieds. L'idée que la place et cet espace caché fussent reliés a d'emblée mis l'équipe mal à l'aise. Lorsque les fouilles ont commencé, l'atmosphère a rapidement changé. L'équipe s'attendait à atteindre une simple barrière de pierre du genre de celle qui recouvrait généralement les tombeaux mayas de l'élite. Au lieu de cela, ils se heurtèrent à de la pierre, puis à d'autres pierres, puis à une autre barrière derrière. Chaque couche était différente. Les blocs étaient taillés différemment. Le liant qui les unissait ne correspondait pas. Au début, personne ne dit rien. Ils continuèrent simplement à travailler en échangeant des regards silencieux. Un archéologue a finalement déclaré que la construction ne semblait pas cohérente. Un autre a dit avoir eu l'impression d'une interruption. Ce n'était pas ainsi que les tombes mayas étaient généralement terminées, mais l'équipe ne pouvait pas encore l'expliquer. Tout ce qu'ils savaient, c'est que le plafond leur paraissait étrange, inachevé, comme une structure défensive. Cette impression les a accompagnés tout au long de leur progression, conscients qu'ils s'approchaient de quelque chose qui avait été délibérément dissimulé pour des raisons encore inconnues. La barrière la plus profonde sembla différente des autres dès qu'elle fut mise au jour. Les pierres n'étaient pas posées avec le même soin. Certaines étaient inégales, d'autres n'étaient pas parfaitement alignées. Le matériau qui les maintenait ensemble semblait avoir été installé à la hâte et de façon grossière. Ce n'était pas le type de plafond que l'on trouve habituellement dans les espaces rituels mayas. Il ne respirait pas le calme et l'ordre d'une cérémonie. On avait l'impression d'une fin précipitée avant que quelque chose d'autre ne puisse se produire. Tandis qu'ils étudiaient la structure, un autre détail suscita une vive inquiétude. Il n'y avait pas de conduit d'aération. La plupart des tombeaux sont dotés de petits canaux permettant la circulation de l'air. Cet espace n'en possédait aucun. Un spécialiste posa une question à laquelle personne n'osa répondre: combien de temps la vie à l'intérieur pouvait-elle respirer? Des analyses de la pierre révélèrent de la suie et de la résine brûlée emprisonnée entre les couches du plafond. Cela signifiait que des feux avaient brûlé à l'intérieur de la chambre juste avant sa fermeture. Or, le feu consomme de l'oxygène. L'équipe comprit la gravité de la situation et plusieurs de ses membres durent quitter les lieux. Il n'y avait aucune gravure sur les murs extérieurs, aucun nom, aucun monument de pierre, aucune indication pour le public. Les souverains mayas marquaient toujours les sépultures importantes. Un tel silence n'était pas normal. Un tel silence signifiait qu'on se cachait. Lorsque les dernières pierres furent retirées, l'équipe fit une découverte stupéfiante. Les ossements non enterrés étaient répertoriés. Lorsque l'équipe pénétra enfin dans la chambre funéraire, le premier choc ne fut ni l'odeur ni l'obscurité, mais l'ordre. Des ossements recouvraient le sol et les étagères de pierre basse soigneusement regroupées. Un expert en restes humains se figea et dit à voix basse que cela ne ressemblait pas du tout à une chambre funéraire. Cela ressemblait à un entrepôt. Des centaines d'ossements étaient présents, mais ils n'étaient pas mélangés au hasard. Ils étaient triés. Les ossements de nourrissons étaient regroupés dans une zone, ceux d'enfants dans une autre. Plus loin, les os plus grands, ceux d'adolescents et d'adultes, étaient empilés séparément. Le silence dans la chambre devint pesant lorsque l'équipe comprit que cette disposition ne pouvait être fortuite. Quelqu'un avait pris le temps d'organiser les corps.
Un examen plus approfondi confirme la gravité de la situation. De nombreux os longs présentaient des marques nettes. Il ne s'agissait pas de fractures grossières dues à un effondrement ou à l'âge. Elles étaient lisses et répétitives, taillées à l'aide de lames de pierre tranchantes après que la chair ait disparu. Cela correspondait aux pratiques de décharnement mayas connues, où les corps étaient dépouillés de leur chair afin que les os puissent être utilisés dans des offrandes rituelles. Voir cela pratiqué à une telle échelle était choquant. Plusieurs fémurs et bras portaient des symboles gravés. Les épigraphistes qui les ont étudiés ont déclaré que ces marques ressemblaient davantage à des signes de comptage ou à de brèves inscriptions. Elles semblaient utilitaires, non personnelles. L'idée que des os humains soient marqués comme des entrées a perturbé tous les présents. Il manquait des crânes dans de nombreux ensembles d'ossements. Cette absence fut immédiatement remarquée. Dans la culture maya, les crânes étaient souvent exposés sur des râteliers en bois près des temples. Ces râteliers servaient à affirmer la puissance et à inspirer la crainte. La présence de tant de restes décapités laissait supposer que les crânes avaient été intentionnellement prélevés et emportés ailleurs. Les ossements laissés sur place étaient volontairement incomplets. Certains étaient polis lisses aux endroits où la saleté ne pouvait s'infiltrer. Ce type d'usure ne peut provenir que de manipulations répétées. Les ossements avaient été ramassés, déplacés et touchés à maintes reprises. Presque aucun objet funéraire n'a été retrouvé avec ses restes, ni perles, ni récipients alimentaires, ni aucun objet destiné à accompagner le défunt dans l'au-delà. Dans la croyance maya, les offrandes étaient essentielles. Sans eux, l'esprit ne pouvait trouver le repos. Refuser les offrandes funéraires était un acte fort. Cela signifiait que les morts n'étaient pas censés passer dans l'autre monde. Ce traitement correspondait aux pratiques mayas connues sur d'autres sites. Au complexe Mundo Purido de Tikal, des ossements humains ont été découverts, entreposés et réutilisés lors de rituels liés au calendrier. Dans l'élite maya, les restes humains n'étaient pas toujours traités comme des personnes. Ils pouvaient devenir des instruments de cérémonie de pouvoir et de contrôle. À mesure que les sculptures étaient étudiées et les couches osseuses cartographiées avec précision, une pensée troublante a commencé à germer. Il ne s'agissait pas d'un acte de violence isolé, cela semblait prémédité. L'impression était celle d'une répétition d'une obéissance à des règles encore en partie insoupçonnées, un cycle rituel gravé dans la pierre. Tandis que l'équipe poursuivait la documentation de la crypte, un schéma plus troublant que tout ce qu'elle avait vu jusqu'alors commença à se dessiner. Ce lieu n'était pas marqué par le deuil ou une violence soudaine. Les indices pointaient vers un processus planifié, répété et attendu. De petits fragments de pierre gravées portant des inscriptions furent découverts près de plusieurs amas d'ossements. Ces inscriptions évoquaient le temps, la fin de période, le renouveau, les cycles. Un épigraphiste étudiant les symboles déclara que le langage lui paraissait froid et officiel. Il le décrivit comme un langage d'archives servant à consigner des événements, non des vies. En entendant cela à voix haute, tout le groupe fut troublé tandis que les ossements étaient comptés et mesurés. Un autre schéma se dessina. L'âge des victimes correspondait avec une précision troublante aux règles sacrificielles mayas connues. Des restes de nourrissons furent découverts par couches successives, liés à des rituels de pluie. Selon les croyances mayas, la mort des nourrissons était censée attirer l'eau du ciel. Des restes d'enfants ont été découverts dans des couches liées aux droits de fertilité destinés à protéger les récoltes et les naissances. Les restes d'adolescents étaient associés à des événements de renouveau, des moments où les Mayas estimaient que le monde devait être renforcé. Les restes d'adultes apparaissaient dans des couches associées au pouvoir et à l'autorité des moments où les dirigeants devaient affirmer leur contrôle. Le sol lui-même racontait la même histoire. En étudiant les couches de terre, les archéologues ont trouvé des marques de brûlures distinctes, séparées par de longues périodes. Il ne s'agissait ni d'accidents ni d'incendies naturels, mais de brûlages contrôlés effectués à l'intérieur de la chambre forte. Chaque couche de brûlure recouvrait la précédente séparée par des décennies. Les artefacts découverts dans ces couches accentuaient l'horreur. Les mêmes types de récipients apparaissaient à chaque fois. Les mêmes pigments rouges étaient utilisés. Les mêmes emplacements se répétaient.
C'était un travail rituel identique accompli de génération en génération. Un archéologue a déclaré avoir eu l'impression de découvrir la même scène de crime reproduite à l'identique, comme si les instructions avaient été suivies sans la moindre discussion. Le cinnabar, un minéral rouge composé de mercure, n'apparaissait que dans certaines couches. Ces couches correspondaient à des périodes connues pour la sécheresse, la guerre ou l'effondrement politique à Teal. Le cinnabar était dangereux, il empoisonnait l'air et souillait tout ce qu'il touchait. Sa présence ici suggère des moments de panique où les dirigeants estimaient qu'il fallait des offrandes plus puissantes pour conjurer le désastre. Lorsque l'équipe prit du recul et observa la chambre forte dans son ensemble, sa structure prit un sens glaçant. Elle fonctionnait comme un champ on l'ouvrait et des vies y étaient déposées. On utilisa le feu, puis on scella le tout. Le temps passa, puis cela se reproduisit. La mort était perçue comme une activité agricole, on semait, on attendait, on récoltait pour assurer la continuité du monde. Cette croyance était profondément ancrée dans la culture maya. Le CEX de Dresde, l'un des textes mayas les plus importants, décrit des rituels de sang liés au mouvement des étoiles et des planètes. Les souverains mayas croyaient que le temps lui-même dépendait de ces actes. S'ils échouaient, le monde s'effondrerait. Mais lors d'un nouvel examen des vestiges, un détail a particulièrement attiré l'attention. Un groupe apparaissait sans cesse et sa présence a tout changé. Des enfants choisis avant leur naissance. Dès que l'équipe a commencé à examiner les plus petits os, l'atmosphère dans la chambre forte a complètement changé. Jusque-là, le travail était tendu mais maîtrisé. À présent, il est devenu pesant, silencieux, presque étouffant. Il ne s'agissait pas de restes d'adultes réduits par le temps, mais d'ossements de nourrissons et de jeunes enfants. Ce qui a d'abord frappé les chercheurs, c'est ce qui manquait. En archéologie maya, de nombreux enfants sacrifiés, découverts sur d'autres sites, présentent des blessures liées à des raids, des attaques de ville ou des déplacements forcés lors de conflits entre cités rivales. Ces enfants ont souvent des os brisés, des marques d'armes ou des traumatismes causés par la violence lors de leur capture. Les restes de cette chambre forte ne présentaient aucune de ces caractéristiques. On n'y a trouvé ni crâne fracturé, ni marque de lame, ni traces de blessures dues à la panique. Ces enfants n'avaient pas été enlevés lors d'attaques ou de périodes de chaos. Cette constatation a discrètement remis en question l'explication la plus courante avancée par les archéologues pour justifier les sacrifices d'enfants. Plusieurs membres de l'équipe l'ont remarqué simultanément. Personne n'a parlé. Le silence qui régnait dans la chambre forte indiquait clairement que la présence de ces enfants avait été planifiée bien avant que la violence ne vienne tout bouleverser. Au fil des mesures, un autre détail est apparu de nombreux crânes, présentant des marques de modelage intentionnelles. Ce n'était pas naturel. Dans la culture maya, modeler le crâne d'un enfant était un processus minutieux réalisé dès son plus jeune âge. Cela marquait son statut social, son appartenance à une famille d'élite. Un chercheur a baissé la voix et a déclaré que ces enfants ne provenaient pas des marges de la société. Ils étaient issus de familles influentes. Des fragments de pierres voisins portaient des symboles gravés. Il s'agissait de marques utilisées dans les archives mayas pour indiquer une fin. Les épigraphistes les ont reconnus, car elles provenaient d'autres sites où des lignées familiales entières avaient disparu de l'histoire. La présence de ces symboles près des restes d'enfants a contraint l'équipe à interrompre ses recherches à plusieurs reprises. Les ossements eux-mêmes racontaient une histoire lente et cruelle. Les articulations du poignet et de la cheville présentaient des schémas de stress qui ne résultaient pas d'un seul moment. Elles présentaient une pression exercée au fil du temps. Une contention qui durait des jours, des semaines, voire plus. Ce n'était pas un acte rapide, mais un travail patient. Les dents apportaient des preuves supplémentaires. Nombre d'entre elles présentaient des signes évidents d'une croissance interrompue. Les anciennes Mayas étaient des pionniers en dentisterie esthétique. Ils ornaient leurs dents de jade et d'autres pierres à l'aide d'un adhésif naturel. De fines stries sur l'émail révélaient des périodes de faim et de stress subies par les enfants alors qu'ils étaient encore en vie. Cela signifiait qu'ils avaient été maintenus dans des conditions déplorables pendant de longues périodes. Ils n'ont pas été amenés ici au dernier moment. Ils ont été retenus prisonniers. La disposition de ces restes a aggravé la situation. Ils n'avaient pas été déplacés ni dissimulés. Ils étaient placés près du centre de la crypte. Dans les espaces rituels mayas, une place centrale symbolisait l'importance et le pouvoir. Plusieurs membres de l'équipe ont pris du recul lorsque cela est devenu évident. À ce moment-là, les fouilles ont été interrompues. L'équipe a décidé de faire une pause d'une journée entière. Ils avaient besoin de temps pour assimiler ce qu'ils découvraient. Il ne s'agissait pas de victimes accidentelles. Elles n'avaient pas été choisies parce qu'elles étaient à proximité ou vulnérables. Ils furent choisis bien avant leur arrivée. La culture maya accordait une importance particulière aux enfants dans la vie rituelle. On croyait qu'ils portaient une puissante énergie spirituelle car ils étaient proches du commencement de la vie. Lors des cérémonies de la pluie, on faisait souvent appel aux enfants car on pensait que leur souffrance pouvait émouvoir les dieux.
Cette croyance conférait un pouvoir terrible à ceux qui décidaient quels enfants étaient offerts en sacrifice. Mais ce qui rendit cette découverte insupportable, ce fut ce que l'équipe découvrit ensuite, le cil choquant. Au fur et à mesure des fouilles, l'équipe commença à remarquer quelque chose qui changea leur compréhension de la crypte. Il ne s'agissait pas d'un espace scellé et oublié, il avait été ouvert à maintes reprises. Le premier indice provenait des sceaux de pierre eux-mêmes. Une cartographie minutieuse révéla de multiples couches de fermeture, chacune séparée par de fines bandes de terre et de débris. Ces couches n'étaient pas rapprochées dans le temps. Elles représentaient de longs intervalles, des décennies, voire des générations. Cela signifiait que des personnes étaient revenues à plusieurs reprises dans cette chambre, longtemps après la fin des rituels précédents. Les murs témoignaient de la même chose. En plusieurs passages étroits, la surface de la pierre était polie par des motifs courbes. Ces marques n'étaient pas dues à des outils, mais à la circulation de l'air. Lorsqu'une chambre est ouverte alors que des corps s'y décomposent encore, le flux d'air soudain provoque le déplacement de l'humidité et des gaz selon des trajectoires précises. Les motifs d'abrasion correspondaient exactement à ce processus. Certains restes accentuèrent le malaise. Plusieurs squelettes n'étaient pas entièrement séparés en os individuels. Des fragments de bras, de jambes et de colonnes vertébrales étaient encore reliés. Cela ne se produit que lorsqu'un espace est scellé avant que le corps ne soit complètement décomposé. La conclusion était claire. La chambre avait été fermée alors que les personnes à l'intérieur étaient encore en train de mourir. Des silhouettes humaines ici. C'est le plus grand tombeau que nous ayons jamais découvert à Copan. Il s'agissait manifestement des tombes de nobles, peut-être de rois. Près de la base de plusieurs murs, de légères marques de griffures furent découvertes. Peu profondes et irrégulières, elles n'étaient ni d'origine mécanique ni animale. Une note de terrain rédigée ce soir-là les qualifiait de frénétiques. L'équipe n'évoqua pas ces marques à voix haute dans un premier temps. Chacun comprit leur signification des mouvements s'étaient produits après la fermeture des murs. À mesure que de nouvelles couches étaient mises au jour, un autre motif inquiétant apparut. Plus tard, des dépôts rituels ont empiété directement sur des vestiges plus anciens. Des ossements ont été déplacés, certains brisés pour faire place à de nouveaux. Aucun effort n'a été fait pour préserver ce qui existait auparavant. Aucun soin, aucun respect. Un archéologue chevronné a fini par exprimer tout haut ce que d'autres pensaient déjà. Il ne s'agissait pas d'honorer les morts, mais d'entretien. La chambre funéraire fonctionnait comme un outil. On le remettait en place au besoin, puis on le refermait jusqu'à la prochaine utilisation. Finalement, le motif s'est brisé. La dernière couche du plafond ne correspondait pas aux autres. Elle racontait une histoire différente, laissant supposer qu'un problème était survenu. Le châtiment final fut un acte de panique. Plus l'équipe avançait dans ses recherches, plus il devenait évident que la fermeture définitive du coffre ne suivait aucun rituel connu. Tout dans la dernière couche du plafond semblait précipité et angoissé, comme si ceux qui l'avaient scellé avaient perdu la maîtrise de leur monde. Le premier signe en fut la maçonnerie. Les couches précédentes avaient été taillées avec soin. Elles étaient solidement assemblées à l'aide de calcaire résistant et d'un mortier ferme. La dernière couche était tout autre. Les pierres étaient inégales et mal taillées. Elles étaient empilées sans aucun souci d'alignement. Le mortier était faible et friable. À l'intérieur de cette ultime couche, l'agencement rituel était incomplet. C'était alarmant car les règles cérémonielles mayas étaient strictes. Chaque offrande avait une place fixe. Chaque objet avait un rôle précis. Dans la dernière phase de fouille du caveau, plusieurs éléments essentiels manquaient. Les restes étaient disposés sans ordre. Aucun récipient n'était présent. Aucun brûleur d'encens n'a été trouvé. Pour l'équipe, c'était un signe évident que le rituel final avait été interrompu ou abandonné avant son terme. Le détail le plus troublant provenait du dernier groupe de victimes. Dans les couches précédentes, la position de chaque personne avait été soigneusement agencée. Les derniers corps ne suivaient aucun de ces schémas. Ils étaient placés dans des positions inégales. Certains gisaient sur le côté. D'autres étaient affalés contre des pierres brisées. Quelques-uns furent laissés là où ils étaient tombés. Leurs corps n'avaient pas été lavés, habillés ni préparés, contrairement au rite cérémoniel maya. Cela a indiqué à l'équipe que les dernières personnes placées dans la chambre forte avaient été traitées à la hâte. Ceux qui les y ont déposés n'ont pas terminé la procédure. Ils ont soit paniqué, soit manqué de temps. Les analyses au Carbon 14 ont permis de relier cette dernière couche à une période de crise connue à Tal. Les archives historiques montrent qu'à cette époque, les familles régnantes perdaient progressivement le contrôle de la cité. Les récoltes étaient mauvaises, la nourriture rare et les habitants quittaient la région. Des conflits éclataient entre les différents groupes au sein de la ville. Dans la société maya, les prêtres conservèrent leur pouvoir en accomplissant des rituels censés protéger la cité. Lorsque la population croyait à l'efficacité des rituels, elle faisait confiance aux dirigeants. En cas d'échec, on interprétait cela comme un signe de colère des dieux, ce qui entraînait la perte de soutien envers les souverains.
Les Mayas croyaient que les dieux avaient besoin de sang pour faire vivre le monde et maintenir l'équilibre de la nature. Les sacrifices étaient généralement accomplis lors de cérémonies importantes. Le show final du caveau portait des signes évidents d'échec. Aucune offrande finale n'avait été faite. Aucun objet destiné à apaiser les esprits ou à achever la cérémonie n'avait été déposé. Dans la culture maya, un rituel inachevé ou raté était extrêmement dangereux. Cela suggérait que les prêtres avaient perdu le contrôle du monde spirituel et de la population. Lorsque les prêtres perdaient le contrôle, tout le système politique s'effondrait avec eux. Les prêtres étaient chargés de maintenir l'ordre par le biais des rituels. Les dirigeants comptaient sur eux pour assurer la cohésion de la société. Si les prêtres ne pouvaient accomplir leur devoir, les dirigeants perdaient leur autorité. Le saut final de la crypte en était la preuve flagrante. Il révélait que les personnes accomplissant le rituel avaient été interrompues, submergées par les événements ou contraintes d'abandonner la chambre avant la fin. Pour les habitants de Teal, un tel échec aurait été terrifiant. Un rituel qui s'achevait dans le désordre signifiait la disparition des défenses spirituelles de la cité. Cela signifiait aussi que les dirigeants n'avaient plus le pouvoir qu'ils prétendaient exercer. Ce type d'échec poussait souvent la population à fuir la ville ou à se retourner contre ses dirigeants. Il ne s'agissait pas de culte, mais de domination. Lorsque l'équipe prit du recul et examina chaque couche, chaque hausse, chaque marque et chaque saut, la vérité devint impossible à ignorer. Le caveau n'a jamais eu pour vocation d'honorer les morts. Il a été conçu pour contrôler les vivants. Tout ce qu'il contenait révélait un système bâti pour maintenir le pouvoir entre les mains d'un petit groupe dirigeant en instillant une peur si profonde qu'elle imprégnait la vie quotidienne. L'emplacement de la crypte révélait sa fonction. Elle était construite directement sous la place cérémonielle principale de Tikal, centre névralgique de la vie publique, où se rassemblèrent des fidèles pour les rituels, les discours, les célébrations et les annonces des dirigeants. Si le peuple ignorait le plan exact de cette chambre souterraine, il savait néanmoins que les sacrifices humains faisaient partie intégrante du système religieux de la cité. Les hiéroglyphes relatent à maintes reprises des sacrifices humains et des automutilations. Mais pour les elfes, ils garantissaient la perpétuation de leur cosmos. Ils comprenaient que les cérémonies les plus importantes impliquaient d'ôter des vies pour les dieux. Puisque la crypte était dissimulée sous la place, le peuple croyait que sa cité reposait sur ses sacrifices. Cette idée seule suffisait à contrôler les comportements. Nul besoin de voir la crypte pour en ressentir la présence. Il suffisait de savoir que la mort rôdait sous le lieu même où l'on vénérait et obéissait. Cela engendrait la peur et une pression constante qui maintenait la population dans sa loyauté. Le choix des victimes confortait également cette idée. La présence d'enfance de l'élite montrait que les luttes de pouvoir se réglaient par l'élimination des lignées rivales. Il ne s'agissait pas d'une punition, mais d'une stratégie. Les souverains ne se contentaient pas d'affronter leurs rivaux en public. Ils éliminaient discrètement et définitivement toute prétention future. La chambre forte offrait un lieu secret où ces éliminations pouvaient se faire sans témoin. Une fois qu'un enfant entrait dans ce système, sa lignée s'éteignait avec lui. Pas de successeur, pas de rébellion, pas de retour. L'usage même de cette chambre révélait sa fonction. Son ouverture répétée montrait que chaque génération de dirigeants savait où elle se trouvait et comment s'en servir. Le procédé n'était pas un secret au sein de la classe dirigeante. Il se transmettait de prêtre à prêtre et de roi à roi. C'était un outil politique qui a perduré pendant des siècles. L'absence d'offrandes ou de bénédictions appropriées confirmait que les dieux n'étaient pas les véritables destinataires de ces décès. Les rituels ne suivaient pas toutes les étapes requises par la religion maya pour envoyer une âme en toute sécurité dans l'au-delà. Sans ces étapes, on croyait que l'âme errait. Les morts restaient sans repos, car leur paix n'était pas l'essentiel. Leur mort servait à susciter la peur, non la dévotion. Les dieux étaient invoqués comme justification, un récit qui rendait la violence acceptable aux yeux du public. La chambre forte n'était pas un lieu sacré. C'était un mécanisme conçu pour façonner les comportements, étouffer toute résistance et renforcer le pouvoir des dirigeants par une terreur contrôlée. La chambre forte révèle la vérité sur la longévité de cette civilisation. Elle a survécu en alimentant sa propre peur, en éliminant les menaces avant même qu'elles n'émergent et en transformant le rituel en instrument de contrôle. Elle montre un monde où la foi était instrumentalisée et où l'avenir était volé aux enfants bien avant qu'ils ne puissent parler. Elle montre une société qui a conservé son pouvoir par les moyens les plus sombres dans une chambre conçue pour anéantir tout espoir. Cliquez sur les cartes à l'écran pour découvrir d'autres vidéos passionnantes.